Peut-être que tu aimerais passer la nuit en pleine nature, tu aimerais bivouaquer, mais que tu n'oses pas franchir le cap. Tu as peut-être peur d'avoir froid, tu as peut-être peur de mal dormir, de la météo qui pourrait mal tourner. Ou peut-être que tu as déjà tenté d'expérience, mais que ça s'est transformé en une mauvaise aventure, voire carrément quelque chose de traumatisant pour toi, avec un orage, la tente qui s'est arrachée. Ça tombe bien parce que dans cette vidéo, je vais te donner 8 conseils pour mettre toutes les chances de ton côté afin de réussir ton bivouac. Et juste avant, générique. Bonjour, c'est Philippe. Dans cette vidéo, je vais te donner, comme je te le disais, 8 conseils pour réussir tes bivouacs dans la nature, pour mettre toutes les chances de ton côté pour que cette expérience elle soit la plus agréable possible. Alors c'est vrai que c'est pas forcément évident quand on n'a pas l'habitude. Il y a plein de paramètres auxquels on ne pense pas forcément, il y a plein de choses pour lesquelles on n'a pas adopté encore de réflexes et c'est normal puisqu'on n'a pas encore la pratique. Avec la pratique, ça vient. Tant qu'on n'a pas vraiment pratiqué suffisamment, on peut se poser beaucoup de questions et puis ça peut nous bloquer, ça peut nous empêcher de franchir le cap. Et c'est dommage, je trouve, parce que c'est une expérience qui est quand même géniale de dormir en pleine nature, de se réveiller avec le lever du soleil. Et ce serait quand même dommage de passer à côté de cette expérience parce qu'on n'a pas la bonne méthode. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais te donner 8 conseils simples à appliquer. Alors je ne dis pas qu'il va falloir respecter tous ces conseils, mais tu verras, il y a quand même quelques conseils qu'il faudra systématiquement respecter si tu veux passer une nuit sereine et si tu veux vraiment mettre toutes les choses de ton côté pour avoir une nuit en pleine nature qui soit la plus agréable possible. Premier conseil que je te donnerai aujourd'hui, c'est de vérifier la météo avant de partir. Ça peut paraître évident, mais moi le premier, des fois on oublie, on est tellement confiant, on est tellement dans notre préparation, dans notre sortie, qu'on en oublie de vérifier la météo. Ça ne demande pas grand chose, surtout si tu n'es pas encore sur le terrain. Vérifier la météo, alors je te conseillerais d'éviter Météo France parce qu'ils ne sont pas forcément très fiables, ils sont très généralistes. Il y a des sites internet qui sont très bien comme ma chaîne météo, il y en a plein d'autres, après à toi de voir ce que tu préfères. Dans la mesure du possible, je check toujours 2 ou 3 sites différents afin de me faire un avis et de voir s'il y en a un qui a un avis complètement contraire à l'autre. Ça me donne une moyenne, on va dire, et puis je sais plus ou moins à quoi m'attendre, même si c'est que des prévisions, bien entendu. Alors bien sûr, éviter de faire des prévisions à 15 jours, parce qu'on sait que déjà, des prévisions à quelques jours, c'est pas forcément très fiable. Alors à 15 jours, ça ne veut plus rien dire, mais au moins 2-3 jours avant, on a déjà une petite idée de ce qui risque de se passer sur le terrain quand on y sera. Si tu es en rando itinérante, c'est moins évident. Maintenant, il y a des chances que tu passes à proximité de refuges ou carrément dans des villages. Là, tu peux te poser la question aux gens que tu vas croiser ou aux gardiens et savoir quel temps il fera les nuits prochaines. Ça permettra encore une fois de mettre toutes les chances de ton côté. Le deuxième conseil, c'est un conseil qui est assez important à mes yeux, c'est de partir tôt. Alors partir tôt, ça ne va pas uniquement t'aider à mettre toutes les chances de ton côté pour faire un bivouac serein. Ça a beaucoup d'avantages, mais ça a cet avantage de te laisser de la marge en fin de journée. Si tu pars tôt, tu peux avoir des imprévus dans la journée, tu peux te perdre, tu peux avoir décidé de faire une pause supplémentaire, tu peux te blesser, il peut arriver plein de choses dans la journée qui font que tu ne vas pas forcément atterrir à l'endroit où tu avais prévu de bivouaquer le soir. Et le fait de partir tôt, ça va te donner une marge de sécurité, ça va te permettre d'arriver suffisamment tôt pour pouvoir choisir sereinement un endroit, pouvoir préparer sereinement ton endroit avant que la nuit tombe. Même si on peut se poser à l'arrache et même s'il y a beaucoup de randonneurs itinérants qui se posent à l'arrache une fois la nuit tombée, voire carrément même après la tombée de la nuit, c'est tout à fait une option, mais pour ça il faut quand même avoir une certaine expérience, il faut quand même avoir une certaine pratique. Et si tu n'as pas encore cette expérience, cette pratique, je te conseille absolument d'éviter, ça peut être une galère, c'est complètement différent. De reconnaître le terrain lorsque la nuit est tombée, c'est compliqué quand on n'a pas l'habitude. On augmente les chances aussi d'avoir un accident, de se perdre. Enfin, il y a plein de choses qui font que, voilà, il vaut mieux partir tôt le matin pour mettre toutes les choses de son côté, arriver tôt le soir, avoir une marge de 2-3 heures, même si c'est pour passer du temps à contempler, à se reposer. C'est pas grave, si ça permet de monter son abri, de monter son bivouac sereinement, en toute tranquillité,
c'est bien d'avoir cette marge-là, c'est toujours agréable d'avoir une marge de sécurité. C'est un petit peu comme quand tu pars à un entretien, c'est toujours bien de prévoir une marge au cas où sur la route il y a un accident, il y a un bouchon, bah, au moins si ça arrive, tu as prévu ta marge, tu es serein. Là c'est exactement pareil, donc partir tôt, ce sera mon deuxième conseil pour arriver tôt et avoir le temps de monter ton bivouac sereinement. Mon troisième conseil, alors c'est un conseil qui englobe beaucoup de points, ça va être le choix de ton emplacement de bivouac. Ça c'est un conseil qui est très important parce qu'il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Le premier facteur, ça va être d'observer le relief. Pourquoi le relief? Tout simplement parce que ça va te permettre de repérer les endroits où l'air froid risque de s'accumuler, notamment les dépressions, les cuvettes. Et on va éviter ces dépressions, ces cuvettes, parce que c'est généralement là où l'air sera le plus froid, mais aussi parce que s'il pleut, s'il y a des orages la nuit, c'est là où l'eau risque d'aller s'accumuler. Ça, tu veux absolument éviter ça. Donc tu vas éviter d'aller te mettre dans une cuvette, et j'insiste là-dessus parce que lorsqu'on est débutant, ça peut être une opportunité, on peut se dire tiens, on va être protégé un peu du vent, en se mettant là-dedans, on est un petit peu protégé, ça fait une barrière naturelle. Il faut éviter, il faut essayer d'observer et d'imaginer l'eau, si elle ruisselle, où est-ce qu'elle est susceptible d'aller, et donc d'aller justement éviter absolument de se mettre dans des endroits, dépression, cuvettes, etc. Et puis l'autre avantage aussi, si on se met un peu plus en hauteur, c'est qu'on va gagner en air chaud, on va éviter justement cet air froid qui va s'accumuler au fond de la vallée, et donc on aura un peu plus de chaleur la nuit, et donc on risque d'avoir une nuit beaucoup plus confortable que si on était beaucoup plus bas. Ça c'est important, premier point, donc vérifier le relief. Le deuxième point, ça va être aussi de trouver une barrière naturelle contre le vent. Si on peut avoir au moins une partie de la bruit protégée contre le vent, même si le vent peut tourner pendant la nuit, c'est toujours bien d'avoir une barrière naturelle, ça permet aussi de ne pas être exposé aux quatre coins. On va éviter absolument, à moins de savoir ce qu'on fait, d'aller planter sa tente en haut d'une crête, et parce qu'on le fait en connaissance de cause, on va éviter absolument de s'exposer aux quatre vents. Et on va essayer de protéger son abri, du moins sur une partie, sur un côté, avec une barrière naturelle. Alors ça peut être des rochers, ça peut être des arbres. Par contre, on va absolument éviter de planter son abri face à une pente. Pourquoi face à une pente? Tout simplement parce que en montagne, en moyenne montagne, il peut y avoir ce qu'on appelle des vents catabatiques. Alors qu'est-ce qu'un vent catabatique? Je ne vais pas rentrer dans les détails, si tu veux vraiment avoir la définition, je te laisse aller voir sur Wikipédia. Mais pour la faire simple, c'est un vent qui va, si les conditions météo sont réunies, va partir du haut d'un sommet d'une pente et qui va dévaler la pente sous son propre poids et qui peut atteindre des vitesses en arrivant en bas qui peuvent dépasser les 200 km/h. Alors je te laisse imaginer si tu as planté ton abri en bas d'une pente et que tu te retrouves avec un vent catabatique à 2 h du matin qui vient frapper à la porte de ton abri, les dégâts que ça pourrait occasionner. Donc ça, tu veux pareil, tu veux absolument l'éviter. Donc dès que tu vois une pente, ne plante pas ton abri en face d'une pente. Voilà. Si tu ne sais pas comment seront les conditions météo au niveau des vents, au niveau de la pression atmosphérique la nuit, et si les conditions sont malheureusement réunies, tu risques d'avoir une très mauvaise expérience. Donc toujours vérifier le sens du vent, vérifier d'avoir une protection naturelle. On va également éviter tout ce qui est proximité de cours d'eau, torrents, rivières, pour la même raison que tout à l'heure. Si jamais il y a un orage et qu'il pleut beaucoup, ces rivières, ces cours d'eau sont susceptibles de déborder et sont susceptibles d'inonder ton abri. Et encore une fois, c'est ce que tu ne veux absolument pas. Donc on va éviter de se mettre à proximité d'un cours d'eau ou d'une rivière. En plus de ça, on va limiter comme ça la présence de moustiques, la présence d'insectes et la présence d'humidité. Parce que qui dit présence d'eau à côté de ton abri dit forcément plus de chances d'avoir de la condensation, plus de chances d'attirer les bestioles comme les taons et les moustiques, et puis tout ça, ça ne va pas participer à une expérience amusante de la randonnée et du bivouac. Donc on va s'éloigner de ces cours d'eau, de préférence au minimum 50 à 100 mètres, pour être tranquille, toujours un peu plus surélevé, histoire d'éviter justement que l'eau ne ruisselle sur notre abri la nuit s'il pleut. Et puis on va également s'assurer qu'il n'y a pas de troupeau à proximité. On évitera également de bivouaquer dans des champs, surtout s'il y a du matériel agricole, parce que si le matin il y a une moissonneuse-batteuse qui démarre et qu'on n'est pas réveillé, ça risque aussi d'être une expérience pas agréable du tout. Donc ça c'est pareil, à vérifier. Et puis dernier point, sur le choix de l'emplacement de bivouac, ça c'est important, on n'y pense pas forcément, mais il faut quand même s'assurer qu'on a le droit de bivouaquer là où on va se poser. C'est pas forcément évident, il n'y a pas forcément de panneau, donc s'assurer avant de partir, lorsqu'on prépare la balade, est-ce que tel endroit c'est autorisé? Si c'est autorisé, de quelle heure à quelle heure? Est-ce que je ne suis pas sur un chemin ou un terrain privé?
auquel cas on peut avoir aussi une mauvaise surprise la nuit. C'est déjà arrivé que des agriculteurs ou des propriétaires en pleine nuit délogent des randonneurs parce qu'ils étaient sur leur terrain et qu'ils n'avaient pas prévenu. Donc ça, il faut le vérifier. Et si, j'en reviens au point juste avant, si on part tôt et qu'on a une marge, tout ça, on a beaucoup plus de chances de pouvoir s'assurer qu'on est sur le bon emplacement et ça nous évitera des surprises désagréables en pleine nuit à 2 h du matin. Donc bien choisir son emplacement de bivouac, tu l'as compris, c'est un point très important si tu veux vraiment mettre toutes les chances de ton côté pour passer une nuit tranquille et sereine dans la nature. Ça, c'était mon 3e conseil. 4e conseil que je vais te donner aujourd'hui pour bien réussir ton bivouac, ça va être de bien monter correctement ton abri. Alors c'est pareil, comme le point précédent, il va falloir passer par plusieurs étapes. La première étape, tout simplement, ça va être de vérifier que le sol est bien plat, que quand tu vas dormir, tu ne vas pas glisser d'un côté ou d'un autre pendant toute la nuit et essayer de te rattraper comme une savonnette sur le bord d'une baignoire. Moi, la technique que j'utilise, tout simplement, je m'allonge, je me mets sur le côté pendant 1 minute. Si je sens que c'est confortable et que je valide l'endroit, c'est bon, je peux commencer à monter mon abri. Pour le montage, on va d'abord nettoyer le périmètre où on va s'installer. On va enlever tous les objets, tous les petits cailloux, les branches, les épines qui seraient susceptibles d'abîmer le tapis de sol. Ça prend pas longtemps, ça prend même pas 2 minutes et ça permet d'éviter des dégâts. Encore une fois, comme je le disais sur la vidéo sur la bonne démarche de l'allègement, il faut avoir l'état d'esprit qu'on a un matériel léger qui est forcément relativement fragile. Je dis bien relativement parce que c'est pas systématique, mais qui est relativement fragile. Et donc il faut avoir un état d'esprit adapté et on va en prendre soin. On va être très précautionneux, on va être très soigné avec son matériel. Et nettoyer le périmètre où on va monter son abri, ça fait partie de cet état d'esprit. Il faut que ça devienne un réflexe. Il ne faut pas qu'on ait à y penser. Et c'est pour ça aussi que c'est important d'arriver tôt, parce que si on arrive tôt, on peut faire ça sereinement. Si on arrive et qu'on se pose à l'arrache, ça va être beaucoup plus compliqué, surtout s'il fait nuit, de s'assurer qu'il n'y a pas d'objet pointu qui pourrait venir percer le tapis de sol. Et si en plus de ça, la nuit il pleut, parce qu'on s'est mal installé, qu'on s'est mis dans une cuvette et que le tapis de sol est percé, je te laisse imaginer l'expérience amusante que tu pourrais vivre comme ça à 2 h du matin en te réveillant et en te rendant compte que ton duvet est complètement gorgé d'eau et que tu n'as rien pour te sécher et te réchauffer, qu'il est 2 h du matin et que tu es en plein milieu d'une tempête. Petite parenthèse fermée, une fois qu'on a bien nettoyé le périmètre de l'endroit où on va bivouaquer, on va monter son abri à proprement parler. Alors pour le montage de l'abri, je conseille toujours de s'assurer de le faire dos au vent, c'est-à-dire qu'on va commencer par l'arrière de l'abri, systématiquement, et on va monter l'arrière de l'abri face au vent, pour avoir l'entrée justement dans le sens opposé, donc et éviter que le vent ne s'engouffre dans l'abri et que celui-ci soit arraché par des rafales de vent. Même si le vent peut tourner dans la nuit, encore une fois, si on a déjà une partie, par exemple l'avant, qui peut être protégé par un obstacle naturel face au vent et que l'arrière est mis dans le sens du vent, on augmente quand même beaucoup nos chances de ne pas avoir de soucis la nuit, même s'il y a une tempête. Ça, c'est important, de s'assurer de bien monter l'abri en fonction du sens du vent, d'avoir notre protection naturelle. Au niveau des sardines, toujours s'assurer que les sardines soient plantées à 45 degrés par rapport au sol. Si on les plante droites, elles ne vont pas tenir. Et si on les plante trop inclinées, elles ne vont pas s'enfoncer suffisamment pour avoir suffisamment de prise en cas de tension sur la toile. Donc ça, c'est important. Toujours bien planter les sardines à fond. Parce qu'il est des fois difficile de planter correctement les sardines, surtout dans les sols, là où je suis moi actuellement dans les Alpes du Sud, on a des sols très rocailleux comme en Corse, et des fois c'est très compliqué de planter correctement ces sardines. C'est pour ça que c'est important d'avoir un jeu de sardines variés, avec des sardines peut-être un peu plus grosses, sur lesquelles on peut se permettre de bourriner avec un caillou pour les planter dans le sol. Parce que si on n'a que des sardines légères, forcément, si on peut les planter qu'à la main et qu'il y a des cailloux, ça va être très compliqué. Donc ça, c'est important d'avoir un jeu de sardines légères, un jeu de sardines varié, pardon, mais quand même légères de toute manière, mais adapté à différents types de sols. S'il y a des sols meubles, c'est bien d'avoir des sardines en Y ou en V, parce qu'elles vont avoir plus de prise au sol. On peut avoir pour les points d'ancrage qui ne nécessitent pas de tension très importante, des toutes petites sardines en titane très légères qui pèsent 5-6 grammes. Et puis pour les points d'ancrage où il y aura forcément de la tension, les haubans, etc., là il faut mettre des sardines qui tiennent le coup, qui vont bien être plantées et qui vont bien tenir dans le sol. Toujours pareil au niveau des sardines, même si le temps est clément, je conseillerais toujours d'assurer, en tout cas, tous les points de tension, tous les points où il risque d'y avoir de la tension,
d'assurer ces sardines en mettant des gros cailloux dessus. Ça évitera que celles-ci ne s'envolent si jamais le haubans tire parce qu'il y a beaucoup de tension à cause du vent. Ça évitera que celles-ci s'envolent et qu'on soit obligé d'aller chercher notre sardine dans la pampa à 2 h du matin avec la lampe frontale et qu'on ne sait pas où elle est et qu'on se fait tremper parce qu'il pleut des cordes. Ça, c'était le conseil pour bien monter correctement ton abri. 5e conseil, tu vas organiser tes affaires. Ça, c'est important, tu vas faire en sorte que tout soit à sa place. Pourquoi? Parce que il n'y a rien de plus embêtant la nuit de chercher un truc, on ne sait pas où c'est rangé. Donc une fois qu'on s'est installé, une fois qu'on a déplié son duvet, son matelas et qu'on a bien planté son abri, on va faire en sorte que toutes les affaires soient correctement à leur place pour qu'on sache tout de suite s'y retrouver. Si on a besoin de quelque chose, on sait exactement à quel endroit c'est. Et puis surtout, si on a besoin de partir pour une raison ou pour une autre et de lever le camp rapidement, ça sera beaucoup plus facile de ranger ses affaires si on sait où tout est. Et puis on aura beaucoup moins de chances aussi de perdre quelque chose si tout est bien rangé et tout est correctement à sa place. Donc c'est important de prendre, si tu n'es pas quelqu'un d'organisé, si tu es quelqu'un d'assez là-dessus, que tu as beaucoup de mal à t'organiser et que tu es quelqu'un d'assez désordonné, un conseil, discipline-toi là-dessus, c'est important dans la nature, tu n'as pas envie, surtout si tu es en mode léger, minimaliste, ça veut dire que tu as emporté que l'essentiel, que le strict nécessaire, donc tu peux encore moins te permettre de perdre ou d'égarer des objets, et ça pourrait te mettre dans des situations qui pourraient même être dangereuses, donc il faut être encore plus vigilant sur le fait d'égarer certaines choses, et c'est pour ça que c'est très important d'être organisé, de savoir exactement à quelle place sont tes affaires, et voilà, d'avoir une organisation là-dessus et de savoir où, si tu as besoin de quelque chose, où tu dois aller chercher, etc. etc. Donc 5e conseil, bien organiser tes affaires, ça c'est très très important. 6e conseil, ça va être de ranger ta nourriture, de ranger ta popote quand tu as fini de manger. Pourquoi? Parce que tu n'as pas envie d'avoir des rongeurs, tu n'as pas envie d'avoir des animaux qui viennent de la nuit et qui bousillent ton matériel parce qu'ils ont senti une odeur de nourriture, ils ont senti une odeur de chocolat, ils ont senti une odeur de sauce, ce que tu veux, et puis ils sont attirés par l'odeur de la bouffe, et puis ils vont essayer de te piquer ta nourriture. Et si c'est pas bien rangé, tu vas aussi augmenter les chances que ce genre d'incident arrive. Je connais beaucoup de gens à qui c'est arrivé, et puis de se retrouver le matin avec le sac à dos déchiré parce qu'un renard avait essayé de grappiller de la nourriture qui était dedans, ou bien l'abri qui était déchiré, mangé aux 3/4, parce que, ou pas forcément aux 3/4, mais en tout cas il y avait une belle ouverture dedans, parce que pareil, un renard s'était amusé à vouloir rentrer pour piquer de la nourriture. C'est les expériences qui sont, on en rigole après coup, mais sur le moment, voilà, ça veut dire que ça met fin à ta randonnée. Si tu es parti pendant 10 jours et puis qu'au bout du 3e jour, il y a un renard qui t'a déchiré ton abri ou ton sac à dos, ça veut dire qu'il faut rentrer, il faut laisser tomber la rando parce que tu peux plus compter sur ton matériel. Alors à moins de pouvoir réparer sur le coup, mais il y a des moments où les dégâts peuvent être tellement importants que tu peux même pas faire de réparation viable, et donc tu es obligé d'annuler ta sortie, et c'est quand même dommage. Alors il n'y a pas vraiment de danger, à moins que tu sois dans un territoire où il y a des ours, où là de toute façon il n'est pas du tout conseillé de laisser ta nourriture sur site, mais d'aller la mettre à plusieurs dizaines de mètres de toi, et le mieux c'est de la balancer dans un arbre, avec un sac et une corde. Mais ça, c'est un autre sujet. Moi, je te parle de randonnée en France la plupart du temps. Les seuls désagréments que tu vas avoir au niveau des animaux, ça va être essentiellement des renards ou des petits rongeurs qui peuvent venir dans les refuges. Ça peut arriver avec des rats ou des souris. Ça peut faire beaucoup de dégâts. Même un tout petit rongeur, ça peut faire beaucoup de dégâts. Donc, se méfier de ça. Toujours bien fermer sa nourriture dans des sachets hermétiques. Le maximum, tout emballé, tout bien rangé. La popote également, surtout s'il reste un fond de sauce dedans. Donc, s'assurer qu'il n'y a pas d'odeur. En tout cas, limiter au maximum le nombre d'odeurs de nourriture pour pouvoir avoir le moins de désagréments possible et le moins de mauvaises surprises possible le matin au réveil. Mon 7e conseil, ça va être tout simplement, quand tu vas te coucher, de faire des étirements quand tu es allongé dans ton duvet. Alors ça peut être simplement de t'étirer tout ton long avec les bras, les jambes, et puis après aussi de faire quelques étirements au niveau de tes chevilles. Ça va permettre aussi de faire circuler correctement le sang. Ça va permettre d'éviter d'avoir des courbatures, et si ça te permet d'éviter d'avoir des courbatures, ça va te permettre de passer une meilleure nuit, d'éviter de te réveiller en pleine nuit parce que tu as des crampes, tu as des courbatures. Donc ça c'est important. Ça va être important aussi de bien boire avant de dormir parce que tu t'es bien dépensé la journée, tu as bien marché, donc il faut s'hydrater. Aller aux toilettes également, ça c'est évident, hein, ça t'évitera de te lever en pleine nuit, mais en tout cas, voilà, n'hésite pas à faire quelques étirements une fois que tu es dans ton duvet, que tu es bien allongé, que tu es prêt à dormir, avant de
de t'endormir, tu fais quelques étirements pendant 5 minutes, ça ne peut que être bénéfique pour ta nuit de sommeil derrière qui sera bien plus réparatrice. Mon dernier conseil, 8e conseil, ça va être de ne pas laisser de traces. Oui, parce que quand on est dans la nature, on est là pour la respecter et donc on ne veut pas laisser de traces. Il faut que le matin, quand tu partes de ton endroit de bivouac, personne puisse se douter que tu as passé la nuit ici. Alors bon, après, c'est vrai que des fois, l'herbe est un petit peu tassée, mais ça va se remettre. Mais en tout cas, ne pas laisser de traces, ça veut dire que même les cailloux que tu as pris la veille pour sécuriser tes sardines, tu vas les remettre à l'endroit où tu les as pris. Pourquoi? Parce qu'il y a un écosystème qui est très fragile, il peut y avoir des insectes qui vivent sous ces cailloux et en bougeant les choses, en les déplaçant, on va perturber cet écosystème qui est très fragile, on va perturber la vie qu'il y a ici. Nous, on n'est que de passage, nous sommes que des visiteurs, donc il faut respecter cet endroit. Il faut ne rien laisser, bien entendu. Tes déchets, tu les emmènes avec toi, même si c'est des épluchures de fruits. Il faut rien laisser, surtout éviter, dans la mesure du possible, dans tous les cas, de donner à manger aux animaux, parce que ça va perturber aussi leur mode de vie. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire. Tout remettre à sa place, ne rien laisser, tout emmener avec soi, et ça c'est valable aussi pour les déchets que tu peux trouver en cours de route, hein. S'il y a et ça arrive souvent, s'il y a des gens qui ont laissé des papiers, etc., ne pas hésiter à les emmener avec toi, à les mettre dans ta poubelle, et à les emmener avec toi pour les jeter quand tu seras de retour de ta balade. Imagine un petit peu si tout le monde laissait ses affaires, ce que ça pourrait donner dans quelques années. Il faut respecter la nature, il faut respecter ce qu'elle nous offre, nous on est là juste de passage, et pour ça, il faut impérativement avoir ce credo, ne pas laisser de traces, ne rien laisser derrière son passage. Voilà, c'était mes 8 conseils pour réussir tes bivouacs, réussir à dormir sereinement dans la nature. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce si c'est le cas. Et puis, moi, je te dis à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao!